tous. Merci de venir nous rencontrer aujourd'hui pour parler d'innovation circulaire et comment améliorer la recyclabilité de l'emballage beauté. Juste un petit sondage peut-être dans la salle. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver un jour à faire 100% d'emballage recyclable dans la beauté ? Ah, il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir. On va dire, allez, 5% dans la salle qui y croit. Très bien. Donc, on va essayer de vous montrer aujourd'hui, pas que c'est possible encore, mais en tout cas, quelles sont les initiatives qui sont mises en place aujourd'hui dans l'industrie pour obtenir une meilleure recyclabilité des produits cosmétiques. Donc, j'ai invité nos intervenants à se présenter. Donc, peut-être on va commencer par Stéphanie. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour, donc je suis Stéphanie Lambert, directrice développement durable de la FEBEA, la Fédération des entreprises de la beauté. Donc on représente les marques de cosmétiques qui commercialisent leurs produits en France. Régine. Bonjour, donc Régine Frétard, je suis responsable réglementation packaging au sein d'LVMH Recherche. Donc, je suis en charge notamment de la veille réglementaire sur les emballages. Et donc, j'accompagne en fait toutes les maisons du groupe LVMH qui ont une activité notamment parfums cosmétiques dans la bonne compréhension en fait de tous les enjeux réglementaires de leurs emballages. Et même si la division beauté n'est pas celle qui pèse le plus lourd pour LVMH, on est vraiment en première ligne en ce qui concerne le défi du recyclage. Et voilà. Et donc j'ai la chance d'être coprésidente du GT dont on va parler. Merci Régine. Gilles. Bonjour à tous, Gilles Swingodo. Donc moi je m'occupe de la RSE chez Albéa et je co-préside avec Régine le groupe de travail sur la recyclabilité des emballages. Albéa, on est fabricant d'emballages cosmétiques. On ne présente plus Albéa, j'allais dire, de toute façon. On ne sait jamais. Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Collard, moi je travaille chez Citeo. Citeo, c'est une entreprise privée qui s'occupe d'aider les fabricants d'emballages, les marques à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs produits, et notamment au travers du recyclage. Et moi, je m'occupe plus particulièrement avec mon équipe d'aider les entreprises à baisser l'impact environnemental des emballages, donc l'éco-conception. L'éco-conception qui est un fameux travail. Moi, je suis Eva Lagarde, fondatrice de Ressources, qui est un site de veille sur la durabilité en cosmétique. Et vraiment, tout mon travail, c'est d'aider les marques à comprendre les enjeux de durabilité. Si vous scannez le QR code, vous pouvez vous abonner à la petite newsletter qu'on envoie une fois par semaine, où on va décrypter les tendances durables et les innovations pour vous aider à saisir les vraies innovations durables et pas avoir de fausses bonnes idées. Voilà, donc merci encore d'être venu aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet épineux, la recyclabilité. C'est assez compliqué de comprendre par quel bout attraper le morceau. Et donc en fait, vous avez travaillé ensemble, Albéa et Citeo, pour définir un projet d'analyse des flux de packaging, justement pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau du centre de tri et ensuite du recyclage effectif des produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche et les résultats ? En fait, ça vient de Citeo, ça vient d'un appel d'offres, il me semble. D'un appel à projet, exactement. On fait le constat qu'il faut que 100% des emballages soient recyclables en 2030. C'est la loi. C'est parti des engagements des entreprises, il y a quelques années. Hélène MacArthur, par exemple. Et puis, c'est devenu une loi française, puis une loi espagnole, puis maintenant un règlement européen. Donc, 2030, il faudra être recyclable. Et chez Citeo, on s'est dit, tiens, il y a un enjeu, c'est qu'il il faut déjà une méthodologie, qu'on ait tous la même définition de qu'est-ce que ça veut dire recyclable. Donc on s'implique au niveau européen pour qu'on ait tous la même définition. On a encore 5 ans, hein, en gros, on aura la définition française qui va prévaloir, mais en 2030, ce sera une définition européenne. Et de l'autre, il faut techniquement trouver des solutions. Et notamment dans vos secteurs, il y a 2 sujets techniques particulièrement qui ont attiré notre attention chez Citeo et on s'est dit qu'on devait aider. C'est les pompes. Il y a beaucoup de problèmes de recyclage à cause du métal dans les pompes sur les bouteilles plastiques. Et le deuxième, c'est des matériaux que l'on trouve que dans le monde de la cosmétique et du luxe. Et du coup, qui n'ont pas de filière de recyclage parce que ça fait des trop petits gisements. Et je pense à l'ABS, au SAN. Il y a beaucoup d'emballages en bois aussi, hein, qu'on voit sur le salon là aujourd'hui. Et voilà. Et donc on s'est dit, tiens, appel à projet, on va chercher les bonnes initiatives, on les accompagne avec notre connaissance, on les accompagne avec l'argent de Citeo pour trouver des solutions. Et on a fait un projet du coup avec Albéa qui a candidaté sur les emballages de maquillage pour justement traiter ces résines qui étaient un peu problématiques, l'ABS et le SAN.
Et donc l'idée, ça a été de faire un test en réel pour tester la lisibilité des emballages, des différents matériaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail peut-être comment ça fonctionne? Alors oui, juste avant d'expliquer, je voudrais rappeler une définition qui est à peu près globale maintenant. Pour être recyclable, un emballage, il doit être collecté. Il y a 4 conditions, hein. Collecté, trié, pour qu'il rentre dans une filière de régénération. Il sera régénéré, là où les matières seront régénérées. Et le régénérer, ce qu'on appelle le recycler, on va le remettre en circulation comme nouvelle matière pour remplacer les matières existantes. Donc c'est 4 conditions qu'il faut respecter. Dans le cadre du projet Citeo, on a regardé 2 étapes. On a regardé la triabilité et la régénération. La collecte, ce n'est pas vraiment le scope d'Albéa. Et la réutilisation, c'est un autre sujet, un autre gros sujet en fait. Donc on a vraiment travaillé sur ces 2 sujets. On a essayé de comprendre pourquoi, la plupart du temps, dans les centres de tri aujourd'hui, ou sur les machines qui trient, on n'a pas d'emballage cosmétique à la fin. Et si on n'a pas d'emballage cosmétique, ils ne sont pas recyclables puisqu'ils ne sont pas triables. Donc on a vraiment travaillé sur ce sujet-là et on a travaillé sur 2 aspects. Un aspect machine, est-ce qu'on peut améliorer les machines? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les machines de tri? Et puis bien sûr un aspect produit, parce qu'on s'est rendu compte quand même que beaucoup de choses font qu'on n'est pas recyclable ou pas triable. La première chose, c'est que dans la cosmétique, on utilise beaucoup de matériaux. Et alors oui, peut-être un autre point, c'est qu'on s'est focalisé sur les emballages plastiques, hein, donc qui contiennent en majorité du plastique, mais pas que du plastique, nécessairement. Mais dans le plastique et dans l'emballage cosmétique, on a beaucoup de matériaux qui n'ont pas de filière de recyclage dans l'emballage et qui n'en auront pas, hein, parce que les quantités sont minimes et ça va demander des investissements tellement lourds dans les centres de tri dans tous les pays du monde que ça sera impossible à justifier. Donc il faut sortir ces matières, et l'ABS et le SAN en font partie. Malheureusement, c'est des matériaux fabuleux, mais on n'aura plus le droit de les utiliser dans 5 ans environ. Et il faut les remplacer par quelque chose d'autre. Et comme ce sont des matériaux fabuleux, on a du mal à trouver des équivalents, de vrais équivalents. Donc on va être obligé de travailler avec des compromis. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre avant de pouvoir mettre en place en fait ces nouvelles solutions. Donc on a travaillé là-dessus. On a aussi beaucoup d'emballages dans la cosmétique parce qu'on applique, on ne fait pas que préserver, que communiquer, hein, pour un emballage. On conserve évidemment, mais on applique, on dose dans la cosmétique. Et donc on a besoin de beaucoup de matériaux pour faire ça. On a des systèmes, on est multicomposants et on va avoir des mélanges de matériaux, des mélanges plastiques. Et ces mélanges, certains sont OK, d'autres sont pas OK. Donc on a essayé de comprendre justement tout ce qui était OK et tout ce qui n'était pas OK. On les a listés et ça sera publié à un moment donné. On travaille beaucoup avec des mélanges de plastique et de verre, de mélanges de plastique et d'acier, et ainsi de suite. Donc on a essayé de voir s'il y avait une porte de sortie pour ces mélanges-là ou pas. Et on a défini, en faisant nos tests, en centre de tri et avec des fabricants de machines de tri, ça nous a permis d'avoir des règles qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans l'industrie. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans, en fait. On a fait plus de 5000 essais quand même, en centre de tri ou chez des fabricants de machines, pour essayer de mieux comprendre ce qui était triable et pas triable, et après ce qu'il fallait donc qu'on enlève dans les emballages, ou ce qu'on pouvait garder dans les emballages en termes de matériaux ou en termes de décoration, et ainsi de suite. Et on a aussi travaillé un petit peu sur les machines, comment on pouvait éventuellement améliorer les machines de tri. Parce que contrairement à l'alimentaire, on est sur des emballages qui sont petits et lourds. Hein, on a une bouteille d'eau, c'est grand et ça pèse 3 fois rien. Un boîtier, un mascara, un rouge à lèvres, c'est plus petit, beaucoup plus petit et beaucoup plus lourd. Donc beaucoup plus compliqué à trier. Donc on a beaucoup travaillé avec Citeo sur comment améliorer, et les fabricants de machines, comment améliorer ce qu'on appelle le taux de captage en fait. Hein, est-ce qu'on peut expliquer comment fonctionne peut-être une machine de tri? Parce qu'en fait, est-ce que c'est un laser, c'est des rouleaux? Juste pour expliquer un peu l'enjeu sur ça. Alors faut imaginer un tapis roulant qui avance à 7 mètres secondes, très vite. Avec 7 mètres par seconde. Avec des rayons infrarouges qui vont venir taper les emballages, qui rebondissent et qui nous disent « Tiens, ça c'est du PET. Tiens, ça c'est du PP. » Et ensuite, à la machine, on lui dit avec une soufflerie, vous me soufflez sur un autre tapis, finalement en hauteur, ce que vous venez chercher. Donc par exemple du PET, du PP. Donc si c'est petit et lourd, au moment où je vais souffler, il va tomber. Il ne va pas être soufflé. Il va pas être soufflé. Et si ça roule, si c'est malheureusement, rond, ça roule, ça va pas être soufflé au bon endroit. Entre le moment où on le détecte et le moment où on va le souffler, il y a un peu de trajet. Et si l'emballage roule, on va souffler à l'endroit où il est plus.
Donc l'enjeu ici de taille, c'était de savoir les tailles qui posaient problème, les matériaux, les couleurs qui posaient problème, les décorations qui posaient... Enfin, ça a été un peu tous ces éléments. Et oui, ou quand on mélange de l'acier ou de l'aluminium avec du plastique, à partir de quel niveau ça devient un emballage? C'est détecté dans un centre de tri comme un emballage en acier ou en aluminium, ou à quel moment c'est détecté comme un emballage plastique? Parce qu'il y a la théorie, 50% de plastique, c'est un emballage plastique, mais dans la pratique, s'il y a de l'aluminium et un certain taux d'aluminium, on peut être malheureusement détecté comme un emballage aluminium, même si on n'a pas 50% d'aluminium. Auquel cas, on ne sera pas recyclable, d'après la définition de la recyclabilité en France et de la future réglementation européenne. Donc on a travaillé sur tous ces aspects. On est en train de finaliser le document avec Citeo. Et ce qui était important, c'est qu'il y a un an, au même endroit, on avait promis à tout le monde, quand on a reçu l'award du LuxPack Green, on avait promis qu'on publierait, nous, tout ce qu'on a appris. C'est un sujet qui est mené avec Citeo. Donc tout ce qui concerne Albéa, tout ce qu'on a appris chez Albéa, on va le publier. Et en fait, on a déjà beaucoup divulgué de choses qu'on a apprises durant notre groupe de travail avec la FEBA et l'IPSO. Et je pense que c'est une bonne transition. Et justement, sur ce groupe de travail, à l'initiative de FEBA et l'IPSO ensemble, et qui réunit des fournisseurs, mais aussi des marques, est-ce qu'on peut expliquer un peu de quoi il s'agit ? Exactement. Alors, Ellipso est notre association sœur qui représente, elle, les fournisseurs d'emballage plastique, de tout type d'emballage, pas que la cosmétique. Et en fait, c'est la deuxième fois qu'on collabore sur ces questions techniques. Donc, précédemment, en début d'année, on a publié ensemble un guide sur l'incorporation de matières recyclées dans les emballages cosmétiques. Donc là, c'était tout autre scope. Et comme ça a plutôt bien marché et qu'on était assez content de cette, quelque part, cette symbiose, en tout cas ce travail collaboratif autour de ces questions d'emballage plastique, on s'est lancé sur la question de la recyclabilité. Alors, ça a déjà été évoqué, c'est des questions très complexes, la recyclabilité. Ça dépend vraiment d'un environnement aussi social, de la capacité, des habitudes de consommation, des questions économiques et puis techniques, évidemment. Et donc, le fait de rassembler autour d'une même table 38 entreprises en tout, il y avait 31 marques et 7 fournisseurs d'emballage. On se disait, bon, il y a moins de fournisseurs d'emballage, mais il y a moins d'entreprises en France, fournisseurs d'emballage, que de marques de cosmétiques. Et donc, rassembler autour d'une même table pour essayer de résoudre, craquer ensemble ces questions-là, ça permet de prendre en compte à la fois les experts des outils industriels et de toutes ces questions de savoir-faire très fin sur les matériaux, avec aussi les donneurs d'ordre, donc qui maîtrisent les attentes consommateurs, les compatibilités contenant-contenu, qui en cosmétique sont vraiment essentielles. Donc voilà, tout le panorama que peuvent avoir les acheteurs et le marketing aussi des produits cosmétiques. Et donc c'est vraiment cette synthèse qui a fait qu'on arrive à des résultats, je dirais, opérationnels, qui font vraiment un focus sur 6 cas donc, que Régine va vous décrire. Et en amont, dans ce guide, on en a presque la moitié qui est en fait le descriptif de tout l'environnement réglementaire français, européen, et vraiment un point sur l'état de l'art aujourd'hui de la recyclabilité sur les emballages cosmétiques. J'allais demander le scope justement. C'est d'abord sur la France, avec évidemment l'influence de ce qu'on connaît déjà au niveau européen via la PPWR. Oui, en fait, on n'a pas, si on a distingué forcément, puisque on pourrait en parler longtemps, mais après on n'a pas tout à fait le même cadre réglementaire, puis les différents outils que les metteurs en marché sont obligés d'utiliser quand ils commercialisent en France. Mais bon, on a fait vraiment les deux scopes, France et Europe, et puis toutes les méthodes d'évaluation aussi qui existent, que ce soit tri, recyclage, etc. Très bien, merci. Régine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup ce qui est ressorti de cette étude ? Oui, alors peut-être juste de avant, ce groupe de travail. Vous pouvez revenir sur l'autre slide. Au niveau de la méthodologie, je pense appliquée. Bon, vous l'aurez compris, la recyclabilité, c'est vraiment très complexe puisque c'est pays dépendant. Et souvent, en fait, il est compliqué pour les metteurs sur le marché d'avoir aussi cette expertise. Enfin, c'est un peu un casse-tête au quotidien. Voilà, donc par ce guide, en tout cas sur toute la première partie, on espère en tout cas avoir rassemblé tout ce qui est l'état de l'art pour aider les entreprises à en avoir une bonne compréhension. Parce que légalement, c'est le metteur sur le marché, c'est-à-dire la marque, le fabricant de produits finis, et pas notamment l'emballage, qui est responsable légalement du recyclable. Oui. Donc
C'est ça c'est nos obligations réglementaires de mettre sur le marché. Voilà, donc c'est vous le responsable si jamais même si effectivement c'est votre fournisseur derrière qui va travailler, c'est vous malheureusement qui êtes légalement. Oui, tout à fait. Très bien. Et du coup, la première étape, ça a été vraiment de recenser, sur les études de cas, les pratiques du secteur, en identifiant notamment les perturbateurs, les principaux perturbateurs de tri et de recyclage, donc sur un périmètre essentiellement France-Europe. Alors, juste, il y a deux choses qui ne sont pas adressées dans ce guide, et c'est une approche volontaire qu'on a prise. On ne tient pas compte effectivement de la taille des emballages, puisque ce n'est pas spécifique au secteur de la beauté, et en fait, on n'est pas acteur sur ce point. On aura des obligations de minimisation déjà des emballages via le règlement européen. Donc voilà, donc la taille des emballages, on sait aujourd'hui que c'est un vrai défi, donc dans ce guide-là, c'est quelque chose qui n'est pas adressé. Et l'autre sujet, c'est la partie aussi résidus de formules qui restent dans les emballages, puisque ça aussi, ce n'est pas spécifique au secteur de la beauté, et on sait qu'il y a encore des travaux dessus, mais on sait aussi que ça va être potentiellement un perturbateur au recyclage. Alors, sur les 6 cas qui sont étudiés, que vous voyez effectivement, les 6 typologies d'emballage que le groupe a décidé en fait d'étudier plus en détail, ça représente vraiment les emballages emblématiques du secteur de la beauté. Donc, vous avez les tubes, qui sont peut-être pas la catégorie la plus compliquée, mais on a quand même des sujets sur les opercules, les fonctions barrières de la jupe, ou voilà, la capsule ou les décors. Il y a des thématiques aussi qui sont abordées de façon globale sur ces 6 typologies d'emballage, comme les adhésifs, tout ce qui est décor, ou les styréniques qui peuvent intervenir dans toutes ces catégories-là. Ensuite, sur les sticks, on a, que ce soit déo stick, stick de rouge à lèvres ou éventuellement stick de fond de teint. Là-dessus, on a aussi des problématiques en fait de matériaux, puisqu'on va chercher à avoir des mécanismes performants. Donc on a encore besoin de matériaux un peu techniques dans ces types d'emballages. Sur les pompes, du coup, là on a une approche vraiment flacon-pompe, puisqu'on sait que c'est tel quel que va être mis au recyclage cet élément. Donc, Vincent l'a évoqué tout à l'heure, on a le problème du métal dans les pompes. Et donc là, le guide traite du sujet par filière de matière de la bouteille. Ensuite, on a la catégorie des pots. Donc, je rappelle, c'est uniquement les pots plastiques. Donc, voilà, avec des sujets sur les opercules, le matériau du couvercle associé ou les décors. Et puis, en bas à droite, vous voyez la catégorie ce qu'on appelle les deep in. Donc, c'est un peu ces emballages qui ont une double fonctionnalité, à la fois de protection du produit, mais aussi d'application, de gestuelle. Et on a encore besoin, là encore, de matériaux un peu techniques pour répondre à nos besoins, et notamment de formulation, puisque on a toute la partie réglementation emballage, mais on a également une grosse partie réglementation sur les ingrédients, et on passe notre vie à reformuler, et donc là-dessus aussi on est challengé, et parfois on a encore besoin aussi de matériaux pour répondre à nos besoins de formules, comme par exemple sur des formules waterproof ou pour les mascaras. Ensuite, tu as oublié les boîtiers et palettes. Oui, alors les boîtiers et palettes, en fait, on peut passer à l'autre slide si vous voulez. En fait, on voulait juste vous montrer un exemple sur les boîtiers et palettes, mais toutes les typologies d'emballage sont présentées un peu de la même façon dans le guide. C'est-à-dire, on fait un état de l'art de la pratique du secteur, de quels sont les matériaux encore utilisés. Donc là, c'est un peu un cas emblématique. Les boîtiers et les palettes, ils cochent un peu toutes les cases parce qu'on a vraiment du multimatériau. On a encore beaucoup d'ABS, de SAN. On a le miroir en verre. On a des goupilles en métal pour les fonctions de charnière. On a du rhodoïde pour la protection. On a les godets, les grilles et également les applicateurs. Donc, en fait, le guide va détailler un peu tous les points bloquants qui sont à adresser, notamment, j'ai déjà dit, les styréniques. On sait que le verre dans la filière plastique, ça sera un vrai perturbateur. Donc ça, c'est un gros sujet. Les godets en métal aussi,
parce qu'aujourd'hui, c'est tout un outil industriel aussi de conditionnement au niveau des metteurs sur le marché qui sont en godet métal. Et puis bien sûr les décors et puis les noirs de carbone par exemple pour les couleurs, même si on sait qu'aujourd'hui on a déjà quelques solutions. Et là, l'idée du guide, c'est vraiment de donner les points bloquants de manière à comprendre ce qu'il ne faut pas faire en général. Ce qu'il ne faut pas faire, et aussi, alors vous n'attendez pas des solutions miracles surtout, mais on identifie quand même des pistes de solutions pour aider les metteurs sur leur marché effectivement à allier cette complexité des emballages et gérer au défi effectivement de la désirabilité des emballages pour la cosmétique. Et d'allier les deux, c'est très complexe. Et on a notamment, l'idée, je pense que, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui le vivent déjà au quotidien, c'est que c'est plutôt une approche où il faut repenser en fait le design dans son ensemble. C'est-à-dire remplacer une matière par une matière sur le même périmètre, ça va pas solutionner tout. Donc il y a une approche globale et c'est ce que montre vraiment le guide de solutions. Et voilà, la co-construction avec les fournisseurs d'emballage est clé dans ces mois. Oui, je voulais juste rajouter 2 choses. C'est que le guide sera publié fin octobre. Oui, octobre. Alors, on est vraiment sur la fin, mais la fin peut durer un peu longtemps parce qu'il faut tout relire, etc., puis mettre en forme. Et l'autre chose, à notre connaissance, c'est pas un travail qui n'avait pas été fait parce que ça avait été évoqué par Vincent, on est sur des volumes très petits. Donc en fait, quand il y a des guides, je dirais un peu nationaux sur la recyclabilité, on va parler des gros volumes, hein, donc la bouteille d'eau et des choses comme ça. Et donc là, on est sur des choses hyper spécifiques qui n'existent que dans notre secteur à nous. D'où le fait de faire ce travail-là pour essayer de défricher au maximum. Et le guide sera traduit en anglais aussi. Oui. Voilà. Et moi, mon interprétation, c'est parce qu'en fait, je peux me tromper, hein, on n'en a pas parlé lorsqu'on préparait ça, mais pour moi, la recyclabilité, en tout cas, le système de recyclage est beaucoup fait pour l'alimentaire parce que c'est le plus gros volume. Et donc, du coup, c'est pour ça que les machines et tout a été fait comme ça. Et c'est pour ça qu'en cosmétique, c'est pas qu'on n'est pas recyclable ou que le système n'est pas fait pour nous, mais c'est que les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Je pense que le problème vient de ça, non ? Là, on parlait maquillage. En France, le maquillage, c'est 4000 tonnes d'emballage. Et il y a plein de matériaux à l'intérieur. Et si on prend ces 4000 tonnes sur combien de tonnes globales? Parce que pour moi, 4000 tonnes, c'est beaucoup. 5,3 millions de tonnes. Ah, et 5, ok. Et donc, quand on va voir un recycleur et qu'on lui dit crée-moi une usine pour même pas 4000 tonnes, parce qu'il y a plusieurs matières dans ces 4000, crée-moi une usine pour 1000 tonnes, il dit non. Parce que lui aussi, il ne trouve pas son équilibre. Et donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à créer. Donc c'est plus simple de s'insérer dans un flux alimentaire finalement qui existe déjà, qui est créé pour d'autres raisons, pour le yaourt ou autre. Là, je pensais au boîtier ici, on voit certaines marques qui repassent en PS, parce que justement les yaourts sont PS, donc on voit des filières émerger, hop, je m'insère dedans, polystyrène. en polystyrène, tout KBS, et que de recréer toute une filière de collecte, de tri, de recyclage spécifique pour très peu de tonnage, parce qu'on voit que les recycleurs ont du mal à investir pour très peu de tonnage. Du coup, c'est intéressant. On avait évoqué, est-ce que, on vient un peu de répondre à ça, mais est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un circuit fermé de recyclage des produits cosmétiques pour pallier à cette problématique de complexité des emballages ? Pas vraiment. Économiquement, c'est pas possible. Faut juste imaginer, c'est que si on met, par exemple, l'ABS qui est à l'écran, c'est moins de 500 tonnes mises sur le marché en France. Donc ça veut dire qu'on crée des usines qui trient ça. Et partout en France, on peut pas en faire qu'une seule. Donc il faut en faire une dans chaque département pour essayer. Et très vite, en fait, ça va devenir des coûts complètement prohibitifs pour pouvoir le justifier, ce tri spécifique de l'ABS. Oui. Et c'est ça qui ne marche pas en fait. Oui, parce qu'effectivement, le législateur, il indique une filière économiquement viable. En fait, on peut avoir des filières, tout ce que vous voulez, mais si ça n'est pas viable, ça n'est pas véritablement une filière. Donc là, on parle de ce qui se passe en France, mais quid de ce qui se passe au niveau européen avec Recyclas, Cotrab, etc. Vincent, et notamment du règlement PPWR. Gilles, vous êtes partie prenante dans les discussions ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Donc là, on a beaucoup parlé au niveau français. Au niveau européen, il y a ce fameux règlement qui va arriver, qui a été voté dans sa première version, qui est en train d'être traduite et améliorée, et qui devait être revotée dans les mois qui viennent, et qui devrait être applicable, mise en
en application probablement à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Ça va être quand même une grosse révolution, parce qu'on est en train d'aplanir toutes les lois nationales. C'est supranational, et donc en Europe, il y aura un règlement pour tout le monde. Un règlement, ça s'applique au même moment et absolument dans le texte, obligatoirement dans tous les pays européens. Et donc ça va niveler tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça a un intérêt, ça a des inconvénients évidemment, mais ça a un intérêt, c'est que comme on est metteurs tous sur le marché dans plusieurs pays, on n'aura plus besoin de se poser la question, vous faites, là c'est interdit, mais là j'ai le droit, et ainsi de suite. Donc ça va être énorme comme avantage. Ça va effectivement générer des problèmes, parce qu'on n'est pas tous on va pas tous à la même vitesse, et on n'est pas tous au même niveau aujourd'hui en Europe. Et qu'aligner plusieurs pays, enfin une vingtaine de pays, ça va être compliqué, mais on va le faire. Et en particulier, ce qu'on fait dans l'emballage plastique, en tout cas, c'est que la Commission européenne nous a autorisé, et c'est quand même assez intéressant à noter, nous a autorisé les industriels à écrire ces fameux guides de recyclabilité pour les emballages plastiques. Donc aujourd'hui, avec Vincent, au niveau de l'Europe, au niveau du CEN, le Centre européen de normalisation, on est en train d'écrire 14 guides de recyclabilité et de protocoles pour tester la recyclabilité des emballages plastiques. Et on fait ça avec tous les industriels de bonne volonté, des metteurs sur le marché, des fabricants d'emballage, des recycleurs, des collecteurs de déchets éventuellement. Et c'est plus de 200 experts qui travaillent depuis maintenant 2 ans pratiquement, sous la présidence de Vincent, à écrire ces normes. Et on espère pouvoir les publier dans 1 an, à peu près, un petit peu plus d'1 an. Mais donc elles vont arriver en avance de phase, et ce qu'on espère aussi, et c'est plus ou moins acquis, c'est que la Commission européenne les utilise ensuite dans tous leurs actes délégués, enfin tous les décrets d'application. Mais parce que là, le règlement va être assez général. Après, il y aura des décrets d'application spécifiques, par exemple la définition du recyclage, la définition de certaines normes aussi, de standards, etc. Mais dans les normes qu'on est en train d'écrire, il y a des normes méthodologiques. Il y a une norme méthodologique, une norme ombrelle, qui va définir la méthodologie, comment on définit la recyclabilité d'un emballage plastique. Et puis après, on va avoir des normes par matériau, en fait. En PET, il y aura 2 normes, une norme sur les bouteilles et une norme sur les autres emballages PET, les emballages polypropylène, les emballages polyéthylène et ainsi de suite, polystyrène. Donc on a déjà une liste de matériaux qui sont reconnus comme étant recyclables, avoir des filières de recyclage en emballage en Europe. Et donc on va affiner et on va standardiser tout ça au niveau de l'Europe. Régine, vous vouliez ajouter ? Non, je voulais juste rebondir. Je pense que l'harmonisation en Europe, ça va vraiment nous aider. Du coup, c'est vraiment une bonne chose, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de metteurs sur le marché, comme nous, qui font des produits, ce sont des références internationales. Donc là, on change encore de dimension. Et en fait, on a un peu abordé quand même la situation internationale dans le guide, très sommairement, puisque c'est plutôt focus France-Europe. Mais ça peut être très vite compliqué, et on le voit au quotidien, par exemple sur l'approche US, qui est une approche par État, ou au Canada. Donc là, ça complexifie. Et du coup, le fait que l'Europe va déjà harmoniser ses règles, c'est quand même une vraie avancée déjà pour nous. Mais on est quand même dans un marché international où quand on sort un produit en France, il y a des chances qu'il soit également diffusé dans d'autres pays. Donc il y a des chances que ça s'harmonise, en tout cas sur les marques internationales. En tout cas, la définition du recyclage, je pense que sur les 4 critères qu'a expliqué Gilles, elle est quand même assez partagée par la communauté internationale. Et ce qui va être important dans ce règlement, c'est qu'il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui est une étape un peu théorique où il faudra montrer qu'on est conçu pour le recyclage. Donc on aura des tableaux et on pourra regarder si on a des éléments perturbateurs ou pas perturbateurs. Ça, c'est pour 2030, 1er janvier 2030. Et en 2035, on rajoute une couche. C'est qu'il faudra non seulement être conçu pour le recyclage, mais être recyclé dans la vraie vie, recyclé tous les jours, et recyclé à un niveau de recyclage suffisamment élevé pour prétendre être à l'échelle. C'est vraiment ce que l'Europe veut. C'est pas dire je suis recyclable et puis je recycle que 20% de ce qui est mis sur le marché. C'est je veux être recyclable, et chaque filière aura un minimum à respecter. Minimum étant aujourd'hui au niveau de l'Europe 55% pour 2030, je crois. Donc ça va être le point de départ. 55% de taux de recyclabilité de tout matériau. Donc entre ce qu'on met sur le marché et ce qu'on recycle réellement, pour chaque matière, pour chaque matériau. Okay. C'est l'idée, c'est d'obtenir 55%, minimum 55%. Alors il y a des filières qui sont plus avancées.
les filières. PET, par exemple. Oui, mais même dans le métal, il y a des filières qui montent aujourd'hui au-dessus de ces niveaux-là, donc ils ont un niveau supérieur. Mais effectivement, il y a des filières où on est encore au tout début, on va dire, et on n'est pas à 50%. Et on va avoir une pression, ou les États en tout cas. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. La première partie de la conception de recyclage, pour le recyclage, c'est vraiment les metteurs sur le marché, les fabricants d'emballage qui doivent le faire. La deuxième partie, c'est plus peut-être pour les États, pour être sûr qu'il y a bien les outils pour la collecte, qu'il y a bien les centres de tri qui existent et que tout est standardisé pour atteindre ces niveaux de recyclage qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Vincent, vous vouliez ajouter Deux petites choses pour... Juste, c'est bien sûr qu'on y pense aux États-Unis. On a demain, hyper d'actualité, la Commission européenne et les US qui nous rassemblent pour discuter de ça. Les US s'intéressent à nos normes, donc déjà, on va essayer de propager le travail qui est fait en Europe. Et le deuxième, c'est que, donc ça, ce qu'expliquait Gilles, c'est si vous vous retrouvez dans la case rouge, si vous vous retrouvez non recyclable en fait, parce que ça c'est la méthodo et les tableaux, mais une fois qu'on est rouge, c'est là où il faut des alternatives qui sont identifiées dans le guide. Et c'est là où n'hésitez pas à venir voir votre éco-organisme. Alors moi je parle pour Citeo, mais même dans d'autres pays, de dire comment nous, éco-organismes, on peut aider, parce qu'on a cette force de pouvoir vous mutualiser les efforts via des appels à projets par exemple pour pouvoir avancer. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, le guide, et puis si vraiment vous ne trouvez pas de solution, trouvons comment on fait des projets collaboratifs comme le montre Ellipso et FBA, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais l'idée aussi de tous ces travaux et aussi le fait que maintenant vous ayez une poubelle unique en France, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur les flux qui arrivent et de pouvoir justement augmenter le nombre. Par exemple, le PP est compliqué à recycler, enfin en tout cas Food Contact est compliqué à avoir en cosmétique. L'idée c'est d'aller l'avoir en France ou en tout cas en Europe. Oui, on l'accompagne. On accompagne la montée en puissance du PP justement pour qu'il puisse redevenir Food Contact à un moment donné. Et puis on a là, d'ici quelques mois, maintenant, on va annoncer la création de la filière du polystyrène, la création de la filière de tout ce qui est emballage en PET transparent qui n'est pas bouteille, les pots. Et puis normalement l'année prochaine, on annonce aussi les souples en polypropylène, en PP, qui concernent pas mal de produits. Les emballages souples tirent les poches qu'on a justement pour les shampoings, les choses comme ça. Un peu classique, mais qu'on retrouve plutôt pour des packs d'eau ou pour du sachet de terreau. Et là, on va aller sur du PP qui offre beaucoup plus de possibilités finalement aux marques pour des masques, par exemple, pour la peau. Et ça, en fait, est-ce que... Alors nous, on a parlé d'un groupe de travail ici en France. Est-ce que ces groupes de travail peuvent se trouver au niveau européen pour qu'il y ait une harmonisation? On le voit déjà avec la PEPWR. Mais je sais que l'Italie, ils ont ils ont des objectifs différents. Est-ce qu'on arrive à s'entendre? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Enfin, au niveau de l'Europe, en tout cas, on n'aura pas le choix. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que l'Europe sert de lièvre pour tous les autres pays. On discutait des États-Unis qui commencent à écouter et vraiment écouter ce qui se fait en Europe. Et puis, si on parle plastique, il y a le fameux traité des Nations Unies sur la pollution plastique qui va aussi à utiliser beaucoup ce qui va être fait en Europe ou les pays précurseurs en Europe pour avancer. Mais on s'oriente quand même tout doucement vers quelque chose d'assez international avec ce traité et c'est une bonne chose. Quelque part, c'est une bonne chose. Alors c'est intéressant de voir, je pense qu'il y aura des normes qui vont se mettre en place, mais notamment, par exemple, on voit déjà certaines normes, elles peuvent faire peur, mais en fait, en réalité, quand on regarde en détail, c'est pas si compliqué que ça. Mais par exemple, le parfum, jusqu'à il y a quelques années, chaque maison de parfum avait son goulot, en tout cas son pas de vis, etc. Aujourd'hui, maintenant, quasiment toutes les flaconnettes de parfum ont la même pompe, en fait, la même taille de pompe et le même type de pompe. Donc en fait, ça s'est harmonisé. Ça ne veut pas dire que le pack est similaire. Tout le monde a la possibilité de faire une personnalisation, mais le point très important, c'est-à-dire le point d'ancrage de la pompe, est le même sur tous les flacons. Et donc, je pense que demain, on pourra peut-être voir en fait des normes, des standardisations d'emballage, mais ça ne voudra pas dire que l'emballage en lui-même sera identique partout. Aujourd'hui, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le PET, les bouteilles d'eau, par exemple, les bouteilles de Coca-Cola, maintenant, on commence à avoir des bouteilles sans étiquette. Et en fait, à la place de l'étiquette, on va avoir gravé dans le PET, embossé en fait, dans le PET, le logo, en fait. Et on a juste la différenciation, ça va être la couleur
de la bouteille, et la couleur du capot. Et par exemple, sur Evian, la bouteille est bleue, le capot est rose. Sur Coca-Cola, la bouteille est un peu grise et avec le capot rouge. Et on connaît tous la forme de la bouteille de Coca-Cola. Et je pense qu'on pourrait imaginer en cosmétique un peu des idées un peu comme ça. Du coup, une petite dernière question pour clôturer ça. Et si vous avez des questions dans la salle, préparez vos questions. Après, je viens à vous. Est-ce que vous pensez que 100% de recyclabilité, c'est possible? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est à raison 50, 60 ans, 100 ans? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on espère? On a envie d'y croire quand même de notre vivant, parce que avant la retraite, ça serait... Je pense que la route est encore longue, mais on n'aura pas le choix de toute façon. Donc voilà, avant ça, effectivement, sur 100% des emballages, je pense que pour lesquels le défi est le plus grand, c'est quand même les emballages plastiques. On utilise d'autres choses dans la cosmétique, mais effectivement, le focus, ça va être sur le plastique. Après, tant qu'on n'aura pas résolu le défi de la taille des emballages, on n'arrivera pas aux 100%. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les résidus de formule aussi, il va falloir le solutionner. Après, il y a aussi, je trouve, un sujet dont on parle peut-être pas assez, c'est le geste du consommateur. Parce que nous, en tant que metteurs sur le marché, on va faire tous les design for recycling criteria, tout mettre en œuvre au niveau de l'éco-conception. On aura beau mettre les filières en place. En fait, il faut embarquer le consommateur avec nous. C'est lui qui est au démarrage de cette boucle vertueuse. Et je pense que voilà, il y a encore un travail à faire là-dessus, et notamment sur tout ce qui est les campagnes d'éducation du consommateur, et plutôt à grande échelle. Alors comme peut le faire Citeo peut-être en France, et je pense que c'est une des clés également. Pour rebondir là-dessus, je pense aussi qu'il faudra que le consommateur s'habitue au fait que certains de ces packs vont évoluer. Ce que disait Régine sur le fait qu'en fait, c'est pas juste de la substitution, c'est repenser le packaging. Ça implique aussi que peut-être que si un miroir disparaît, c'est bien pratique, mais peut-être qu'il va falloir faire évoluer en ce sens, en tout cas dans certains cas. Donc voilà, c'est aussi accepter un certain nombre de modifications de ses habitudes. Moi, je pense qu'on va y arriver. Donc, on n'a pas toutes les règles du jeu aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué. Il faut qu'on démarre à retravailler, repenser, innover des produits, mais on n'a pas toutes les règles du jeu. Mais les règles du jeu, on les aura dans 2 ans maximum. Donc, il nous restera 3 ans. 3 ans, c'est court. Enfin, c'est long. Même 5 ans, c'est long, mais c'est en fait très court. Donc, on vous encourage tous à vraiment y réfléchir maintenant, parce que l'air de rien, 5 ans, c'est 2 repacks chez vous, maximum, tous les 3 ans. Donc, dans 2 repacks, il faut que vous ayez les solutions. Et on n'aura pas la solution du premier coup tout de suite. Donc, il est urgent de se poser vraiment les questions, de réfléchir à tous ces packs. Mais je suis convaincu qu'on trouvera des solutions. On a déjà beaucoup avancé sur pas mal de sujets. Dans le guide, on parle de beaucoup de choses qui sont plutôt derrière nous plus que devant nous. Donc moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Mais il faut y aller à marche forcée. Ça, c'est clair. Vincent ? Oui, du coup, c'est ça. Travaillons à marche forcée, ensemble, pour y arriver. On ne connaît pas encore toutes les règles, c'est de la gestion de risque. Mais on peut dire déjà ce qu'il y a un risque proche de 100 de ne pas marcher. Ça, on le sait, malheureusement. On les connaît quand même. Il y en a d'autres où c'est un peu plus incertain. Et puis oui, il faut agir à tous les maillons de la chaîne. Par exemple, là on parle beaucoup de conception, mais triez dans vos salles de bain et faites passer le message. On trie. Toutes les études montrent qu'on trie bien dans la cuisine et pas dans la salle de bain. Donc c'est vraiment important de trier partout, parce que derrière, il faut un emballage éco-conçu, il faut que qu'on trie à la maison, il faut que le centre de tri s'améliore pour capter les petits complètement. C'est dans notre cahier des charges d'agrément de l'État, on travaille là-dessus. Et puis, il faut du recyclage qui permet de revenir au même emballage. Et voilà, donc en fait, tout le monde doit travailler là. Mais je pense que c'est un travail de tous les acteurs, parce qu'en fait, alors, ce qu'on voit, c'est que le consommateur, il est un petit peu frileux, parce qu'il dit, mais voilà, la responsabilité, elle est sur mes épaules à moi. Et je trouve que c'est aux marques et c'est au gouvernement de faire le travail. Mais ce qu'on voit, il y a des études qui montrent qu'en fait, c'est un travail commun, et que plus le gouvernement et plus les entreprises vont communiquer sur le sujet, plus les gens vont être au courant et vont être sensibles à ce genre de sujet. Et par exemple, la France et la Colombie, en 2022, étaient les pays où il y avait le plus d'éco-actifs. En fait, des gens qui étaient vraiment convaincus de l'éco-design et tout ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du gouvernement, il y a eu la loi AGEC qui est sortie, il y a eu beaucoup de communication autour de ça, et au Colombie, ça a été pareil. Le gouvernement a fait beaucoup de communication. Et en fait, moi, ce que je dis aussi de tout ça, c'est que
on voit que l'éco-design et la sustainabilité, ça agace un peu les gens. On se dit, bon, tu commences à me gonfler un peu avec ça. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est montrer l'innovation. Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'innovation de rupture, en tout cas en rechargeable ou des choses comme ça. Et ce qu'on voit, c'est quand il y a une vraie innovation, les gens, ils sont prêts à y aller, ils sont enthousiasmés, ils ont envie d'y aller. Donc moi, je suis d'accord avec le discours de dire, montrons des packs, changeons des packs, et peut-être qu'il faut changer des habitudes. Mais malheureusement, c'est toute une filière qui doit changer. Et on dit souvent, le packaging est convaincu, la R&D est convaincue, le marketing bloque un peu, parce qu'en fait, en termes d'image, on ne veut pas changer un logo, on ne veut pas changer une couleur, on ne veut pas compromettre certains produits. Et donc, du coup, on reste bloqué. Et je pense que c'est un travail de toute la filière. Il faut convaincre un peu tout le monde sur ces sujets-là. Mais j'espère aussi qu'on va arriver à 100% de recyclabilité. Est-ce qu'on a une ou deux questions dans la salle ? Oui, je vois que j'ai une question devant. Vous voulez bien vous présenter en même temps ? Oui, pardon, je ne parle pas français très bien. Je m'appelle Inès et je travaille à Shellworks. C'est une Shellworks, yeah. Vous connaissez ? Ouais. Je voulais demander, parce que vous avez beaucoup parlé de recycler, mais pas de matériels alternatifs qui sont compostables à la maison, comme notre matériel. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez. Les matériaux alternatifs, en fait, pour l'instant, ils font partie d'une commission spécifique par rapport à... Mais surtout, la loi AGEC en France, si on parle de la France, définit très clairement les emballages ou les applications des emballages compostables. Et on ne parle pas d'emballage cosmétique. Donc, et la loi européenne, enfin le règlement européen, suit la même trace qu'en France en disant... Les emballages compostables sont importants quand on emballe des produits compostables, évidemment. Si on emballe des boulons ou des vis, aucun intérêt. Parce que ça ne va pas aider à la collecte de ces produits compostables. Et a priori, dans la cosmétique, il n'est pas prévu que les emballages compostables soient autorisés. Et s'ils sont autorisés, dans le règlement européen, il est marqué que dans tous les cas, il faudra qu'ils soient d'abord recyclables. Parce que la filière de compostabilité ne sera pas une filière nécessairement applicable dans la cosmétique une fois de plus. Ouais, c'est très lié aux biodéchets en fait. Et dans le règlement européen, effectivement, on précise que c'est les sachets de thé, de café, etc. Oui, là, il y a un intérêt. Sur nos emballages de cosmétiques, le but, c'est vraiment d'aller vers la recyclabilité. Mais pourquoi ça, en fait ? C'est parce que, vous savez, les emballages cosmétiques, ils sont complexes. Il faut qu'on emballe des formules qui sont liquides, qui sont avec de l'huile, etc. Et du coup, on a des épaisseurs qui empêchent la recyclabilité. La compostabilité, c'est 2 à 6 semaines dans un composteur industriel. En général, un emballage cosmétique, c'est 3 mois minimum, même si c'est fait dans un composteur industriel. Donc, en fait, c'est éjecté du système de par sa nature et son épaisseur de produit. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué sur les... Moi, j'espère que ça va venir, parce que en écho... je suis fervente de ces nouveaux matériaux, mais effectivement, dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on a une autre question ? Je voudrais quand même préciser, si le matériau il est recyclable, il n'y aura pas de problème. C'est pas une porte fermée et c'est pas moi. Et pourquoi et je pense qu'il y a des réticences, excusez-moi. Les réticences sont effectivement parce qu'on ne veut pas faire croire au consommateur qu'on peut juste jeter son emballage et il va disparaître dans la nature. C'est pas vraiment ça. Et il risque d'y avoir des retours en fait de manivelle en disant voilà, vous m'avez menti, mon emballage se recycle pas. Et c'est vrai que si vous jetez un emballage cosmétique qui est assez épais, il va mettre 6 mois à 3 ans à se dégrader. Donc en fait, il y a un peu une perception consommateur qui est un peu compliquée. Et aussi, il faut qu'en fait pour la question de la biodiversité des sols, on peut pas avoir 25 000 pots d'emballage bio-based avec des légumes, etc. Il faut vraiment que tout soit un peu mixé. C'est pour ça que c'est un peu compliqué d'autoriser aujourd'hui les emballages compostables. Voilà. Mais écoutez, merci d'être venu aujourd'hui, merci de votre patience. Et je sais qu'à 18h, il y a les awards qui vont commencer, c'est pas loin, donc voilà. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci.